Et salut à tous, alors dans cette vidéo on va voir comment augmenter le rendement économique de nos centrales solaires photovoltaïques. Et pour cela on va essayer de travailler sur le niveau d'autoconsommation, parce que vous savez que ce qui n'est pas consommé par la maison est soit revendu pas cher, soit directement perdu sur le réseau. Donc pour ça j'ai acheté toute une série de petits équipements souvent connectés et vraiment pas chers pour faire du routage solaire et automatiser les habitudes de consommation. Ces petits équipements, comme je vous disais, c'est vraiment des équipements pas chers, il y en a rarement pour plus d'une dizaine d'euros. Là, c'est un peu ce que je me suis offert pour Noël et pour préparer la nouvelle saison estivale. Et je dois vous avouer une chose, c'est qu'au moment où je tourne cette vidéo, je ne sais même pas si ce que je vais mettre en place fonctionne. Alors je suppose que si je mets en ligne la vidéo, c'est que j'ai quand même réussi à faire quelque chose, donc les résultats vont suivre dans la vidéo. Mais là, en l'occurrence, au moment où je tourne, je suis pas vraiment sûr de mon coup. Mais je suis quand même assez confiant et je sais que dans tous les cas, il y aura quand même de gros bénéfices à mettre en place, ce que je vais vous montrer. Alors le tout premier équipement, et qui est un petit peu la pièce maîtresse de l'installation, c'est un wetmet connecté. Donc c'est un petit boîtier comme ça, qui va se mettre dans l'armoire électrique et qui est équipé ici de deux petites pinces, deux pinces ampère-métriques, deux petits tors qui vont venir se connecter. Donc c'est un modèle qui permet de surveiller une ou deux lignes. Donc moi je vais le connecter sur ma ligne principale pour savoir si le courant sort ou rentre de ma maison. Et le second, je vais très certainement le mettre sur ma pompe à chaleur. Comme ça, je vais pouvoir voir en temps réel combien consomme ma pompe à chaleur. J'avais déjà fait une vidéo sur l'estimation de la consommation d'une pompe à chaleur. Mais là, comme ça, j'aurai la consommation en temps réel. Même si c'est un moteur tournant, il y a des spécifications. Mais grosso modo, on saura ce que ça produit. Donc ça, le petit wattmètre connecté, c'est l'indispensable. Et donc ça coûte, je mettrai le prix, mais ça coûte à peu près 25 euros, 27 euros, je ne sais plus exactement. Je mettrai le prix en incrustation. Le second équipement, c'est un disjoncteur connecté. Un disjoncteur connecté avec monitoring de la consommation. Du coup, ça permet à distance d'enclencher ou de déclencher un appareil quelconque et de mesurer son intensité en temps réel. Donc cet appareil-là, je vais le mettre sur mon ballon d'eau chaude. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur le routage solaire pour produire de l'eau chaude, mais la plupart des routeurs solaires fonctionnent sur des résistances mécaniques. Et moi, mon ballon d'eau chaude, comme 60 à 70% des ballons d'eau chaude, ont un thermostat électronique. Donc les routeurs solaires qui font du hachage et qui ont besoin d'une résistance, d'une puissance résistive, avec les thermostats électroniques, ça fonctionne pas. Et il faut faire des modifications qui sont pas à la portée de 95% ou 90% des gens sont pas capables de faire les modifications nécessaires pour faire fonctionner un chauffe-eau avec un routeur solaire. Donc moi je me rabats sur ce pilotage en tout ou rien. Ça coûte 19 euros. Ensuite, ça c'est un peu un gadget, mais c'est un capteur Wi-Fi, de température et d'hygrométrie. En fait, ça me permet de savoir en temps réel combien il va faire dans telle ou telle pièce, et ça va me permettre de lancer des équipements de chauffage ou de climatisation. Et puis ça me permet aussi, voilà, de voir en différents points de la maison combien il fait chez moi et éventuellement ajuster par rapport à mon besoin réel. Et là, on est sur quelque chose qui coûte, je crois que c'est 4 ou 5 euros. C'est un peu un gadget, mais ça va m'être utile. Vous voyez qu'ici, là, il y a le petit logo Smart Life. En fait, tous les équipements que je vous présente là sont compatibles avec l'application Smart Life ou Tuya, y compris ma pompe à chaleur qui est déjà installée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui ma pompe à chaleur, elle est déjà pilotée par l'application Smart Life. Donc il fallait un environnement qui soit compatible avec tout ça. Et puis Smart Life Tuya, c'est probablement le moyen de piloter le plus simple et gratuit que je connaisse. Voilà. Ensuite, ce que j'ai acheté, c'est simplement une prise connectée. Comme ça là, j'ai pas spécialement pris une bonne prise connectée. Celle-là, elle vient de chez Action et je l'ai payée, je crois que c'était 6 ou 7 euros. C'est compatible avec l'environnement
C'est compatible avec l'environnement Tuya Smart Life. Ça, on peut en acheter 5, 6. Ça va pas coûter très cher. C'est pas en ressources, c'est pas grand chose. Et ça va être très très utile. Le dernier truc que j'ai acheté spécifiquement, hein, parce qu'après j'ai d'autres équipements aussi qui sont utilisés, c'est un petit chauffage comme ça. Un petit chauffage, c'est marque Tristar là, qui est tout simple et qui a simplement un fonctionnement en tout ou rien avec un thermostat. Avec en dessous une petite une gâchette de sécurité si se casse la gueule, ça marche plus. Et du coup, ces petits chauffages comme ça, il est très peu puissant, il ne fait que 500 watts, mais du coup ça va me permettre de piloter une petite puissance pour ajuster ma consommation solaire et mon routage solaire à de la petite puissance. Parce que si je faisais, si je faisais du routage solaire ou de l'automatisation vers un radiateur électrique de 2 kW, enfin de 2000 watts, ma centrale faisant 3000 watts, c'est absolument toute ma consommation qui partirait là-bas. Il n'y aurait pas d'ajustement un petit peu fin. Donc un petit radiateur de 500 watts qui fonctionne en tout ou rien avec simplement un bouton derrière. Je l'ai payé que dalle, je crois que j'ai payé 9 euros et il vient de chez Action. Et ensuite viennent tous les équipements que je n'ai pas acheté spécifiquement mais qui vont me servir à faire du routage solaire. Donc là j'ai pris ici le chargeur Hitachi de mes outils, certains de mes outils électroportatifs. Mais ça aurait pu être le chargeur de mon vélo électrique, ça aurait pu être mon EcoFlow qui est juste là. Si aujourd'hui je l'utilise pas comme batterie de stockage avec une prise connectée, puisque maintenant il est raccordé sur le PowerStream. J'ai fait une vidéo sur le PowerStream si vous voulez savoir comment ça fonctionne. Mais là, le PowerStream c'est encore un système qui est un petit peu plus onéreux. Là, je parle vraiment d'un système low cost. Donc, mais c'est possible de mettre une prise connectée et de recharger son EcoFlow, c'est tout à fait possible. Et après il va être aussi possible d'alimenter, j'avais fait une vidéo sur le routage solaire, sur les autres usages du routage solaire que l'eau chaude sanitaire, donc pour produire, faire de la conserve, faire de la cuisson, etc. Donc ça reste des systèmes qui sont tout à fait compatibles avec une prise connectée et un routage un peu plus grossier, on va dire. Voilà, donc je vais commencer par installer celui-là qui est le cœur du système. Je vais l'appairer en Wi-Fi. Je vais connecter aussi mon petit disjoncteur à mon ballon d'eau chaude. Et puis on va voir ce que ça dit et voir ce qu'on va pouvoir faire avec tout ça. Much later. Bon, alors plusieurs mois se sont écoulés depuis que je vous ai présenté tous ces petits équipements. Donc il va être temps de vous présenter comment fonctionne tout ça et quels sont mes premiers résultats. Donc pour commencer, je vais vous parler de l'application. Donc l'application que j'utilise, c'est l'application, je l'avais dit, Smart Life Home et Tuya. C'est la même application qui a deux noms différents. Et si j'utilise cette application, c'est principalement par facilité, étant donné que c'est une application qui est très très simple à utiliser, très accessible, gratuite et qui est utilisable en quelques minutes de paramétrage. Parce que pour l'instant, je souhaite avoir le résultat le plus important tout en ayant l'investissement pécunier en apprentissage et en temps le plus faible possible. On essaie d'appliquer le principe de Pareto pour avoir le meilleur résultat au plus faible coût. Et bien sûr, je sais qu'il existe des systèmes de domotisation beaucoup plus performants, hein, que ce soit par différents protocoles ou par des automates programmables. Mais moi, l'idée, c'est de faire vite, simple et bien. Donc on y va, donc je vais allumer l'application que j'allume sur émulateur sur mon ordinateur, étant donné que c'est pas une application qui est utilisable normalement sur PC, hein, c'est fait pour être utilisé sur téléphone mobile. Mais pour les besoins de la vidéo, j'ai besoin de le faire sur l'ordinateur, c'était plus pratique. Donc là on arrive sur la page d'accueil, avec vous voyez différents appareils connectés, il en existe énormément d'autres. Là c'est qu'un petit florilège de ce que moi je possède, j'en ai aussi d'ailleurs d'autres mais que j'ai pas forcément encore installé. Donc vous voyez que j'ai installé donc un chargeur de vélo de 200 watts, une prise connectée, une prise connectée avec un petit chauffage de 500 watts que je vous ai présenté tout à l'heure, le disjoncteur relais pour l'eau chaude, ensuite un petit capteur température et hygrométrie que j'ai ici avec moi à mon bureau, ensuite le cœur du système, comme je le disais, le wattmètre
connecté avec 2 entrées qu'on va aller voir tout de suite. Et également le tout premier appareil que j'ai installé sous cette application, qui est ma pompe à chaleur RR, qui utilise cet environnement pour sa programmation et son automatisation. Donc on ira voir tout à l'heure. On va commencer par le plus important, donc c'est le wattmètre. Voilà, donc vous voyez l'affichage des informations de ce wattmètre. Et vous voyez qu'il y a donc 2 pistes, et ce que l'on voit là comme ça en un coup d'œil, c'est que j'ai une consommation d'électricité chez moi. On voit qu'elle est en mode forward, donc forward ça veut dire en avant, donc ça veut dire que le compteur tourne en avant, donc il est en train de consommer de l'électricité sur le réseau. On voit que ma consommation à l'instant T est de 911 watts, et on voit en dessous l'historique de consommation. Si je vais sur le channel B, la deuxième piste, on voit que je suis également en train de consommer, on voit que je suis également en train de tirer de l'énergie sur le réseau, et cette ligne d'électricité est tout simplement ma pompe à chaleur. Donc là, je vois en temps réel la consommation de ma pompe à chaleur qui aujourd'hui, ce soir-là, est allumée, et qui consomme 643 watts pour une pompe à chaleur qui peut produire jusqu'à 5000 watts thermiques. Donc là, elle est pas à fond, elle est en vitesse moyenne, voilà, en vitesse de croisière. J'ai fait plusieurs vidéos qui ont pas mal marché d'ailleurs sur la pompe à chaleur, ce qui me surprend un petit peu pour ces vidéos. Mais voilà, il y a eu beaucoup de questions sur ouais, mais en fait, c'est bien de calculer le coefficient de performance, tout ça, mais combien ça consomme en réalité, parce que voilà. Les gens sont encore un peu frileux à attaquer. C'est même pas des nouvelles technologies, hein, parce que c'est de la climatisation inversée en fait, hein, donc ça existe depuis très longtemps. Simplement le prix du pétrole n'était pas assez cher, le prix du gaz n'était pas assez cher pour que ce soit intéressant. Donc vous voyez d'ailleurs que ici on voit 700 kWh, tout pile d'ailleurs, on vient de le passer, ouais, bon c'est possible, 700 kWh, c'est ce qu'a consommé ma pompe à chaleur depuis... on peut regarder en fait, on peut regarder. Quand est-ce que j'ai mis ça en service? Je l'ai mis en service... ici 22 décembre. Donc vous voyez que depuis le 22 décembre, voilà, sur le mois de janvier par exemple, en plein milieu de l'hiver, j'ai consommé par jour sur ma pompe à chaleur entre 10 kWh et 3,5 kWh. Là 11, 3, 11. Le pire jour ça a été 18 kWh, donc là j'ai dû forcer, ça devait être un jour où il devait y avoir du soleil. Et moi quand il y a du soleil en hiver, avec ma pompe à chaleur et ma centrale photovoltaïque, quand il y a du soleil, chauffage gratuit, donc je mets à fond. Donc là, ça devait être un jour où il devait faire très beau, et donc j'ai dû mettre à fond. Chauffage gratuit, et ça a consommé 18 kWh. Voilà, donc vous voyez en moyenne aux alentours de 8 kWh par jour. Sur le mois de janvier. Sur le mois de février, c'est pareil, c'est un tout petit peu moins. Et sur le mois de mars, on est encore un petit peu élevé, mais il faut savoir que sur le mois de mars, j'ai quasiment pas utilisé le chauffage au bois. Donc le mois de mars, c'était 100% de mon chauffage. Voilà, 15,9, mais après on a eu des belles journées aussi. Donc c'est aussi des journées où, comme je vous l'expliquais, quand il y a du soleil, je bombarde. On doit être quelque chose comme 2,20 € par jour pour le chauffage. Ça va, franchement, pour une vieille maison en pierre pas isolée, franchement, c'est tout à fait acceptable. Voilà, donc tout ça pour dire que en fait, le wattmètre permet de savoir si l'énergie sort ou si l'énergie rentre, et avec quelle intensité. Voilà. Et ça, on va pouvoir l'exploiter pour faire des automatismes. Donc je passe rapidement sur les autres équipements. Donc là, ma pompe à chaleur, vous voyez que je peux la piloter comme bon me semble. Là, j'ai réglé sur 21. Ensuite, le relais d'eau chaude qui est hyper important pour le routage solaire. Donc vous voyez, c'est simplement un commutateur on-off avec une partie d'enregistrement. Donc il me suffit d'appuyer sur le bouton pour le mettre en service, et vous voyez que tac, voilà, il est passé en consommation, et il consomme 1500 watts. À peut-être vous dire que 1500 watts c'est pas beaucoup
pour un ballon d'eau chaude de 200 litres. Et vous avez tout à fait raison, c'est parce que j'ai inhibé une des 3 résistances de mon ballon d'eau chaude, pour la simple raison que avec une consommation de 2200 watts, j'étais beaucoup trop souvent en surconsommation par rapport à ce que ma centrale solaire peut produire, puisqu'elle ne fait que 3 kW crête. C'est-à-dire que quand j'ai 2,5 kW de production, c'est déjà une bonne production. Là-dessus, je vais consommer probablement 1 kW pour ma maison, donc il ne va pas me rester beaucoup plus que 1,5 kW. Donc si je restais à 2,2 kW, je serais en surconsommation quand mon ballon de CS se lance. Donc c'est pour ça que je suis passé à une sous-consommation de 1,5 kW. Par contre, il existe des ballons d'eau chaude qui ont des résistances de 1,5 kW, c'est plutôt rare. Souvent, il faut changer la résistance et mettre une résistance plus faible. Mais c'est tout à fait faisable, et c'est comme ça que j'envisage. Après, vous pouvez aussi envisager d'avoir une centrale solaire plus grosse que la mienne, hein. Moi, je me suis limité à 3 kW crête. Et si vous avez une centrale qui fait 6, 7, 12 kW crête, là, vous embêtez pas avec votre ballon d'eau chaude, une résistance qui serait trop forte, 2,2, même 3, 4, ce sera largement absorbé si vous avez une grosse production. Vous voyez qu'ici, il y a le suivi des consommations, des données de consommation. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, il a fait un temps dégueulasse, donc je n'ai pas produit d'eau chaude sanitaire à part la période que je me suis fixée, qui est la période de sécurité. En revanche, les jours précédents, vous voyez que hier, je spoil un petit peu la suite de la vidéo, mais vous voyez qu'hier, ici, je vais avoir la production nocturne qui pourrait être sur des heures creuses de sécurité. Ensuite, le matin, on va prendre les douches, etc. Et dans l'après-midi, s'il y a du soleil disponible, on va produire de l'eau chaude avec le surplus solaire. Les barres qu'on voit là, c'est du solaire, pas à 100%, mais on verra plus tard. Vous voyez, alors là, par exemple, c'était un jour où il faisait très très beau, donc j'ai uniquement produit l'eau chaude sanitaire en mode routage solaire. Voilà, donc là, je vous ai présenté rapidement le patrimoine que j'ai mis en place spécifiquement pour faire du routage solaire. Donc maintenant on va peut-être y venir à comment fonctionne l'automatisme et le routage. Alors je vous montre, je vais aller dans scène, et vous voyez que dans scène j'ai plein de petits scénarios que je peux inhiber ou pas, et qui vont automatiser mes consommations d'électricité suivant la présence ou non de surplus solaire. Donc je vais en prendre un. Je vais prendre le plus intéressant, celui qui est vraiment celui à faire en premier, celui qui est intéressant, celui pour lequel j'ai acheté le matériel en premier lieu. C'est le routage de l'ECS, le routage de l'eau chaude sanitaire. Donc comment ça fonctionne? C'est très simple, très simple. Vous mettez en place des scénarios sous conditions. Alors, c'est tout bête. Vous créez un petit scénario et vous mettez des conditions. Quand toutes les conditions sont remplies, si le wattmètre enregistre une consommation en reverse, ça veut dire que le wattmètre enregistre que le compteur tourne à l'envers, que cette puissance d'énergie, cette puissance qui sort de la maison est supérieure à 500 watts. Dans ce cas, alors, le relais d'eau chaude Wi-Fi passe en allumage. C'est tout con. Hein. Donc là, j'ai mon wattmètre qui enregistre de l'énergie qui sort de ma maison. Ça dépasse 500 watts. À 500 watts, je considère que c'est très valorisable pour faire de l'eau chaude sanitaire. Donc, j'allume mon chauffe-eau. Pour l'instant, on en est là et tout va bien. Bon, mon chauffe-eau, à un moment donné, il peut y avoir un nuage qui passe, je peux consommer, je vais allumer mon four ou je sais pas quoi. Et mon chauffe-eau est toujours allumé. Alors, à ce moment-là, on a toujours les conditions. Si le wattmètre enregistre une consommation forward, donc le compteur se remet à tourner en marche normale, en avant. Que cette puissance qui rentre dans ma maison est supérieure à 1400 watts. Parce que vous avez vu que mon compteur, mon chauffe-eau a une puissance de 1500 watts. Donc moi à 1400 watts, si ça rentre, si je consomme plus de 1400 watts, ça veut dire que tout mon chauffe-eau quasiment devient
de la consommation avec presque zéro solaire. Voilà. Donc à ce moment-là, si mon chauffe-eau, non, si le relais de mon chauffe-eau était déjà sur allumage, parce que s'il n'est pas sur allumage, s'il est déjà éteint, il n'y a pas lieu de le rééteindre, il est déjà éteint. Donc à condition qu'il soit déjà allumé, alors je retarde l'action de 1 minute et je coupe le chauffe-eau. Alors pourquoi je retarde l'action d'1 minute? Pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que j'ai pas spécialement envie d'avoir des allumages, des coupures, des allumages, des coupures, des allumages, des coupures. Dès que je vais allumer un truc pour un temps très court, j'ai pas envie que ça se coupe à tout bout de champ. Bon voilà, peu importe, je pense que vous comprenez le principe. C'est pour donner de l'inertie au système pour le stabiliser. Hein, voilà. Donc je retarde d'1 minute. Voilà. Dans les essais que j'ai fait, 1 minute c'est très très bien. Plus long, les aléas de production font que ça surconsomme un petit peu, et plus court, ça se coupe, ça se rallume, ça se coupe, ça se rallume. Donc c'est pas forcément optimisé. Et donc vous voyez qu'il y a deux scénarios qui ont été créés, routage eau chaude sanitaire off et routage eau chaude sanitaire on. Et avec ces deux petites conditions d'automatisation, ça me permet de faire du routage de mon eau chaude avec ma centrale solaire photovoltaïque super facilement, et ça marche très bien. Alors en revanche, ça marche avec une méthode qui n'est pas du routage fin. C'est-à-dire que je ne vais pas adapter la puissance de mon ballon d'eau chaude à l'énergie qui sort de ma maison. Hein. Ça, je peux le faire avec des routeurs solaires spécialisés, à condition d'avoir un ballon d'ECS et une résistance qui ne soit pas électronique, sinon ça ne marche pas. Et je peux le faire aussi avec ma borne de recharge solaire pour ma voiture, parce que c'est une borne qui est sophistiquée et qui permet d'adapter l'énergie sortante de ma borne et de communiquer avec ma voiture. Là, on n'en est pas là du tout. Moi, ce que je veux, c'est que l'énergie que je produis sur ma centrale solaire, je ne la perde pas. Donc ce que je fais, c'est que je consomme quelque chose qui va dépasser ma propre production. Hein. Et ce que moi j'appellerais une consommation de débordement. C'est-à-dire que si je vais produire, si j'ai 900 watts qui sortent de ma maison, il faut que j'enclenche quelque chose chez moi qui consomme plus que 900 watts pour repasser au 100% autoconsommation, quitte à consommer un petit peu d'énergie qui viendrait du réseau. Donc vous voyez que si je consomme 900 watts, et j'arrêterai là-dessus, je tourne un peu en rond, si je consomme 900 watts, en déclenchant mon chauffe-eau qui consomme 1500 watts, je repasse dans la non-perte, la non-injection sur le réseau, je déborde un petit peu, ça ne fait pas 100% d'énergie solaire pour mon eau chaude sanitaire, ça va peut-être faire 70, mais j'assume le fait de consommer 100% de mon énergie solaire, quitte à payer un petit peu d'énergie du réseau. Voilà. Donc dans les autres scénarios, c'est un peu le même topo, simplement ça va se cumuler avec mon eau chaude sanitaire. Et il y en a un qui est magnifique, c'est le pilotage de ma pompe à chaleur en fonction de ma production photovoltaïque. Et ça, je ne m'attendais pas à pouvoir le faire, parce que j'ai déjà rencontré plusieurs personnes qui se posaient la question, se grattaient la tête, savoir comment ils pouvaient faire pour asservir une pompe à chaleur à une production solaire, etc. En fait, des automatismes simples peuvent fonctionner, même sur une machine frigorifique. C'est assez compliqué parce que c'est des moteurs tournants qui montent en puissance, donc c'est pas du tout quelque chose qui est synchronisé ou synchronisable, difficilement synchronisable en tout cas, avec une production d'énergie photovoltaïque très intermittente. Voilà. Je vous montre ici ce que j'appelle le scénario fulguropaque. Alors j'ai mis plusieurs conditions du coup. Hein. Si mon wattmètre détecte que ma pompe à chaleur a une puissance instantanée inférieure à 760 watts, ça veut dire qu'elle n'est pas du tout à puissance maximale, puisque sa puissance maximale on va dire 1450 watts. Si mon wattmètre détecte que le compteur tourne à l'envers, qu'il est en mode reverse, et que cette énergie qui sort est supérieure à 500 watts, si mon chauffe-eau est en position on, c'est-à-dire que mon chauffe-eau est prioritaire sur ma pompe à chaleur, alors
le scénario d'automatisation demande à la PAC de se régler sur 23 degrés, donc presque à fond, et de passer à une vitesse de ventilation turbo. Donc en gros la PAC elle passe en mode brrr, turbo parce qu'elle détecte, on lui donne l'ordre de se mettre en mode turbo parce que mon wattmètre et le programme détecte que je perds de l'énergie. Donc il faut que j'en consomme plus. Donc d'une certaine manière, on peut dire que je fais du routage de mon autoproduction pour piloter ma pompe à chaleur en temps réel. Et ça c'est quelque chose que je ne m'attendais pas à mettre en œuvre. Voilà. Après ensuite je termine sur... il y a une infinité de scénarios qui est faisable. Vous pouvez utiliser la météo, vous pouvez utiliser le temps, le fait d'arriver chez vous, ça peut vous détecter sur une caméra, ça peut, vous pouvez appuyer sur un interrupteur, vous pouvez faire plein de choses vraiment. Vous tapez équipement Smart Life sur AliExpress ou quoi, vous allez voir plein d'équipements. Donc il y a vraiment plein de choses possibles et vous voyez que moi en mode hiver, je vais avoir potentiellement mon chauffe-eau ne pourrait pas absorber toute l'énergie que produirait ma centrale ou serait déjà monté en température ou que sais-je. Donc il faut que je trouve encore des scénarios d'autoconsommation qui prennent le relais. J'ai cette petite condition ici que vous voyez. Si le compteur tourne à l'envers et que la puissance est supérieure à 250 watts, vous voyez que ça se déclenche relativement rapidement. Hein. Je ne perds qu'entre 0 et 250 watts. Alors, mon petit chauffage de bureau de 500 watts se met en marche. C'est tout bête, mais ça me prend la plage. Vous voyez, entre 0 et 500 watts, c'est la plage que prenait, c'est la plage intermédiaire avant d'enclencher mon ballon d'eau chaude. Parce qu'il y a une petite plage comme ça entre 0 et 250, parce que c'est pas assez pour produire de l'eau chaude sanitaire, c'est pas vraiment intéressant, mais c'est bête de le perdre quand même de 0 à 500. Donc j'ai ce petit scénario là. Et voilà, et c'est le petit chauffage de bureau que je vous montrais en début de vidéo, qui fonctionne en tout ou rien, qu'on peut allumer, éteindre. Il s'en fout un petit peu. C'est pas quelque chose de critique en termes d'électronique. C'est une prise connectée et un petit chauffe-eau qui fonctionne en tout ou rien. Voilà. Voilà, et pour le scénario charge vélo, on-off, etc. Quoi que vous mettiez sur une prise connectée, ça peut avoir la capacité de se déclencher et de consommer tout simplement. Et donc pour faire ces essais, je vais vous montrer tout de suite comment ça fonctionne. Il y a un outil qui est très pratique, ça s'appelle les journaux de scène et la gestion des scènes, mais surtout journaux de scène. Et là vous voyez, aujourd'hui, samedi 9 mars, tout l'historique de ce qui s'est passé sur l'automatisme chez moi. Donc vous voyez que cette nuit, on a produit de l'eau chaude sanitaire. Ce matin, à 6h30, ma pompe à chaleur s'est allumée pour mon confort matinal. Le routage du chauffage s'est allumé à 12h12. Il s'est rééteint à 12h13, donc il a fonctionné que 1 minute. Il devait y avoir un pic de soleil à ce moment-là. Donc avec ce petit journal de scène, vous pouvez mettre en place différents scénarios, faire vos essais. Et la journée faisant, le soir, regardez ce qui s'est passé. Faire un peu comme ça des programmations avec essais et erreurs. Alors je vous avoue que des erreurs j'en ai fait pas mal et je me suis fait souvent vilipender par la famille parce qu'il n'y avait plus d'eau chaude pour prendre les douches. Donc là quand ça marche pas, vous le savez vite, hein. On vous le fait remarquer très vite. Mais au bout d'un moment, vous commencez à comprendre comment fonctionne tout ça et vous arrivez à modifier le critère qui fait que pourquoi ça n'a pas fonctionné. Ah oui, je comprends parce que j'avais oublié cette condition, etc. Ou alors il y avait une condition qui était mal rédigée. Donc vous voyez là, pour l'heure, ce que je vous ai montré, c'est pas vraiment compliqué. J'espère que c'est un peu clair dans ma présentation. C'est pas évident quand on est dedans et qu'on n'a pas une vue extérieure comme ça. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, ça me fait plaisir de vous répondre. Et donc maintenant on va regarder au final sur 2 mois et demi, presque 2 mois et demi, quel est le résultat, quel est le bilan au final, hein, parce que c'est ça qui est aussi intéressant, c'est de savoir, oui, bon, c'est bien, tu nous montres des automatismes et tu nous dis que tu fais de l'eau chaude solaire, tout ça, mais combien ça rapporte? Alors combien ça rapporte? Déjà on peut parler, on peut pas oublier que le prix était vraiment pas modique, mais quand même
un relais à 20 balles et un wattmètre à 25 balles, 45 balles pour faire du routage solaire. On va voir le bilan économique là, hein, mais c'est pas bien cher quand même, hein. Alors, vous voyez, on est sur le canal A, qui est donc le canal d'entrée, de sortie de ma maison. Le canal B, c'est ma pompe à chaleur, on a déjà parlé. Et là, vous voyez tout le mois de mars 2024. La courbe bleue, c'est la consommation de ma maison, jour par jour. Vous voyez, tac, tac, 48, 52, 34, 39, 32. Ouais. Donc là, je charge ma voiture, hein. Les jours où c'est 50 kWh, c'est les jours où je charge ma voiture parce que je consomme environ 15, 16, 17 kWh par jour pour faire mes allers-retours domicile-travail. Donc vous voyez, au mois de mars, la bleue, c'est ma consommation. La rose, c'est ma non-consommation. C'est ce qui est sorti de chez moi. Et vous voyez qu'elle est plate comme la terre. Non, pardon. Elle est plate comme une crêpe. Et il y a très très peu d'énergie qui sort en fait, hein. Vous voyez, il n'y a rien. Il y a 1,33 kW là, ce jour-là. Il devait faire beau. Et sinon, il n'y a presque rien qui sort, quoi. De tout le mois de mars. On est pas là, on est le 9 mars, donc ça, le mois compte pas. Mais si on regarde sur le mois de février, voici, c'est un peu moins plat, j'avoue, mais l'énergie qui sort de chez moi, là vous voyez, c'est 1,44 kWh. Là c'est 0,8 kWh. Là c'est 1,63 kWh. Et là, 1,72 kWh. Et encore, la plupart des jours, c'est quasiment rien. Donc il y a quelques jours où vraiment il y a une luminosité exceptionnelle, ou alors on n'a pas eu besoin d'eau chaude parce qu'on n'était pas là, donc on n'a pas pris de douche à la maison. Je sais pas moi. Peut-être qu'il a fait vraiment très très chaud et on n'a pas eu à consommer. Que sais-je, mais même ces jours-là, les jours les plus défaillants en termes d'injection et de perte d'autoconsommation, j'ai perdu 1,44 kWh. C'est que dalle, hein. C'est vraiment, c'est rien du tout. Regardons vite fait le mois de janvier, hein, tant qu'on est là. Vous voyez que le mois de janvier, j'ai une consommation journalière qui fait d'énormes variations. Et mon autoproduction, elle, il y a eu 3 jours. Voilà, j'ai perdu 1 kWh. Là, j'ai perdu 1,5 kWh. Et là, celui-là était vraiment... Il faudrait regarder la météo ce jour-là, mais à mon avis, c'était un jour très très chaud. Et ce jour-là, j'ai perdu 3,63 kWh. Je crois me souvenir d'ailleurs que j'avais oublié de brancher... je crois que j'avais oublié de brancher l'automate de l'eau chaude sanitaire. Bon, bref. Admettons, admettons. Là, sur le mois de janvier, j'ai perdu 6 kWh. C'est rien du tout. 6 kWh, je pense que sur le mois de janvier, j'ai dû en produire 150. J'ai dû en produire 150. Et mois de février aussi 150, quelque chose comme ça. Donc ça veut dire que sur 150 kWh, j'en ai perdu, admettons, j'en ai perdu 9, voilà, ou même 10, si j'en ai perdu 10, 10 sur 150, ça ferait un taux d'autoconsommation de l'ordre de 93%. Je pense que c'est plutôt de l'ordre de 95%. Et un taux d'autoconsommation à 95%, ouais, c'est... on n'est pas autour du 100%, mais faut pas non plus, je vous l'ai dit, hein, moi ce système-là, il est low cost, low tech, il n'est pas low tech, mais il est facile à appréhender, hein. C'est rien du tout, c'est trois équipements installés, une application à lancer, un appairage Wi-Fi à lancer, et c'est fini. Et pour ça, pour moins de 50 balles. Donc pour moins de 50 balles, on a un taux d'autoconsommation à 80, au-dessus de 90%. Voilà, faut pas non plus... c'est vraiment très très bien. Voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que mes explications ont été suffisamment précises pour que je me fasse comprendre. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires.
que je puisse compléter ce que je dis à cette heure un petit peu tardive. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait très plaisir. Je suis presque à 20 000 abonnés. J'ai envie de passer les 20 000 abonnés. Abonnez-vous s'il vous plaît. Je vous dis à la prochaine. Salut!